Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 30e épisode de recevoir Lucille Rosiot. Bonjour Lucille, comment vas-tu? Ça va super, Joël. Merci de m'inviter sur ton podcast. Écoute, Ravi d'être avec vous. c'est un plaisir partagé. Pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, où nous nous attachons à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises, de projets par un échange convivial. Donc aujourd'hui, partons de Hambourg et nous allons un peu plus au nord. Nous allons au Danemark, ou plus précisément à Copenhague, où nous allons discuter entre autres de stratégie marketing, sa mise en place pour les entrepreneurs et ainsi de suite. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, je vais laisser Lucille vous raconter cela. Et comme tu connais Lucille le principe, on commence par le début, la première question. Te présenter brièvement s'il te plaît. Ok, alors je suis Lucie, donc tu l'as dit, française installée à Copenhague depuis 6 ans après plusieurs expatriations en Suisse, en Angleterre et puis aussi en France, ça a été quasiment une autre expat. Qu'est-ce que je fais? Donc moi je suis en fait consultante et formatrice en marketing auprès des entrepreneurs et des indépendants qui sont prestataires de services. Donc typiquement des coachs, des formateurs, des thérapeutes, mais aussi des profils parfois plus créatifs. Et voilà. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivée là? L'entrepreneuriat est quelque chose qui coule dans mes veines puisque je viens d'une famille de commerçants installés dans le sud-ouest. Ouais. Et voilà, il y a eu un business, une boutique familiale qui a été tenue de génération en génération. Et donc j'ai grandi dans cet univers-là d'entrepreneur. Tu vois, c'est assez naturellement que du coup j'ai entamé des études dans une école de commerce. Voilà, c'est ce qui me semblait correspondre le mieux à mes ambitions du moment. Et puis c'est là que j'ai découvert en fait le marketing. Et là, j'ai tout de suite compris en fait que c'était exactement que ça serait mon terrain de jeu. Et puis plus particulièrement le marketing des services. À l'époque, tu vois, j'étais fascinée par le tourisme, l'hospitalité, les voyages. Et cette sphère des services m'intéressait vraiment particulièrement parce que pour deux éléments en fait, c'est qu'il s'agit en général de relations d'humain à humain, et on délivre aussi une expérience. Donc c'est pas simplement vendre quelque chose, c'est délivrer une véritable expérience auprès de ces clients-là. Et là, tu vois, ce mélange d'humain en fait, d'expérience et de psychologie, tout ça, et de satisfaction aussi client, c'est ce qui m'intéressait énormément. Et puis voilà, donc et puis il y avait le côté aussi nouvelle technologie, c'est ça qui a influencé en fait le début de ma carrière. Donc moi j'ai grandi avec le Minitel déjà. On est de la même génération, Voilà. on est d'accord. On est d'accord. Et puis tu vois, au moment où je terminais mes études en fait, c'était le début en fait d'Internet, Oui, le avec le début bon du modem. téléphone, voilà, et le début aussi des premiers téléphones mobiles. Et donc, c'est là que j'ai commencé ma carrière auprès à l'époque d'Itinéris, donc la filière mobile France Télécom, pour de pas les France citer. Télécom. Mhm. Voilà, pour pas les citer. Et, et donc c'est là que j'ai démarré, que j'ai commencé à faire mon expérience. Puis en fait, tu vois, ce secteur tech, de télécommunications, Plein boom. je l'ai pas quitté en fait. Voilà, était en plein boom, m'a offert des opportunités super intéressantes en fait en termes de métier. J'ai travaillé sur des marchés B2B, donc business to business, mais aussi des marchés, tu vois, où on s'adressait directement, mes offres s'adressaient directement aux particuliers. J'ai fait des choses extrêmement différentes, avec mené, tu vois, des gros projets tech, mais aussi des choses beaucoup plus en toutes petites équipes, plutôt en format start-up. Et donc voilà. Et puis donc j'ai bossé en France, j'ai bossé
en Angleterre, puis voilà. Et puis au bout de quelques années, j'ai voulu, tu vois, une dizaine d'années, j'ai voulu me défaire un peu de cette étiquette en fait télécommunication. Et là, j'ai rejoint Amazon en fait. Ah, Voilà, ouais, donc un autre grand groupe. Expérience formidable parce que j'ai découvert une culture très différente, la culture business américaine, culture de boîte qui est quand même très très particulière. mais qui apporte quand même beaucoup de changements, parce que les gens, je pense que j'aimerais un peu intervenir là-dessus, je pense que les gens ne voient que la pointe de l'iceberg Amazon en voyant que la vente de produits. Et en fait, c'est pas du tout ça. Tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qui est web service, enfin Amazon Web Service, les infrastructures, la logistique, enfin c'est un truc, enfin ils ont révolutionné, bon, même si ça, il y a les détracteurs et les pros et les contre, dans le sens où oui, on casse les petits magasins et autres, mais derrière ça, les petits commerçants, mais ça a apporté aussi pour les commerçants, pour les petits, pour un changement de l'utilisation de la technologie, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que tu peux confirmer là-dessus. Complètement. Voilà. Et c'est vrai que ça a révolutionné, je pense, la manière dont on fait le business. Ouais. Et puis pour les petits commerçants, effectivement, Amazon a quand même proposé l'opportunité au travers de la marketplace. Ouais. Ils étaient très novateurs là-dessus. Donc en fait, pour des commerçants ou des petits, des gens qui ont des plus petites activités, c'est un formidable tremplin pour se lancer sur la vente online, se Par faire exemple. connaître Ouais. et toucher des marchés internationaux de manière facile. Ouais. Et puis c'est vrai que là, ce que tu soulignais sur l'infrastructure cloud au travers de leur service AWS, pour avoir travaillé également dans cette équipe-là, sur ces produits-là, c'est un formidable accélérateur en fait de croissance pour les petites entreprises. Et ça permet en fait d'accéder à des capacités et des outils informatiques ultra performants pour des sommes finalement ridicules. modiques. C'est ça que je trouve ça génial, c'est que, enfin moi j'y ai touché un petit peu parce que je voulais me former dessus, enfin je fais une petite parenthèse, et tu te rends compte que bien sûr il faut payer derrière, il faut se former, il faut prendre l'outil, mais c'est scalable, c'est-à-dire on peut utiliser une toute petite partie, que ça soit le tracking des clients, la logistique, la mise en avant des produits, l'automatisation, parce que je pense que c'est quand même le terme le plus important dans ces outils-là, hein, c'est-à-dire, c'est ce qu'on discutait en off tout à l'heure, ça te permet de gagner un temps et de te concentrer sur le cœur de ton métier, quoi. C'est-à-dire, voilà, tout le reste, tu peux tellement le mettre. Bon, bien sûr, il faut un certain temps pour le mettre en place, mais ça permet de se dire, voilà, ton activité, j'en sais rien, une personne qui a un petit magasin, son objectif, c'est de vendre tel et tel produit. Tout ce qu'il y a derrière, c'est automatisé, c'est externalisé, un peu comme quand quelqu'un, pour tout entrepreneur, hein, comptabilité, bon, tu l'as fait au début tout seul, mais c'est vrai que je pense qu'on en a déjà discuté avec une autre personne. À un moment, se dire, à mon taux horaire, je perds trop de temps dessus, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Il faut à un moment dire, c'est make or buy, hein, c'est le principe, c'est se dire, je délègue ça, quitte à payer peut-être un peu plus, mais au final, tu payes beaucoup moins, puisque c'est le temps que tu économises n'a pas de prix, quoi. Enfin voilà, donc pour revenir un peu sur ton parcours dans des grands groupes, une quinzaine d'années, expatriation, de famille, j'essaie de faire un petit wrap-up, hein, de famille de commerçants dans le sud-ouest, donc un parcours très intéressant. J'aimerais maintenant donc un peu revenir sur un autre point. Je vois encore ce côté-là chez beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, qui sont passés par des grands groupes et qui en fait ont cette fibre au fond d'eux-mêmes, ou qui ont vécu ça consciemment ou inconsciemment, dans le sens où leur famille, ils faisaient tout eux-mêmes. Et donc à quel moment c'est venu chez toi de dire, bon, ok, très bien, je me lance, je veux passer à autre chose. Comment je me lance? Pourquoi j'ose? 2019, c'est un peu ce que j'avais lu dans tes notes. Quel était l'élément déclencheur?
Ou comment... Bah, l'élément déclencheur, en fait, il a été assez simple, quoi. C'est qu'en arrivant à Copenhague, en fait, en gros, j'avais deux options. Soit je repartais dans un parcours, tu vois, une recherche de travail D'emploi, tout ouais. à fait Mhm. classique, et puis continuer sur la lancée un peu corporate dans Ouais. laquelle j'étais dans les années précédentes. Mhm. Et puis là, en fait, j'ai pris le temps de réfléchir. Et j'avais quand même cette idée que, tu vois, en étant expat, je dis on parce que là, c'est ma famille et moi, on Mhm. a changé régulièrement De lieu. de pays, Oui. de pays. Voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, ben, là, j'ai une super occasion d'utiliser cette énergie pour, au lieu de l'investir dans une recherche de Oui. travail classique, Mhm. je vais l'utiliser pour développer un projet pour moi. L'idée que j'avais, en fait, et qui était là depuis déjà un petit moment, c'était vraiment, tu vois, cette indépendance et puis d'avoir un peu ma boîte, mon métier dans ma poche, de Oui. pouvoir le déployer comme une tente, tu vois, les tentes Décathlon, Ouais, les ouais. tentes pop-up, Tu là, fais hop, beaucoup de pubs là, hein. voilà. Fais attention, hein, Lucie. Là. Oh, pardon, pardon, Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y excuse-moi. a pas de problème, je rigole. Mais, mais effectivement, tu vois, c'est Ouais. d'avoir cette autonomie et cette liberté, en fait, de pouvoir exercer de là où je suis. Et voilà. Et c'est vrai qu'en ayant un bagage de compétences marketing, tu vois, ultra développé, Ouais. je me suis dit, bon, bah ça, il faut que je les repackage. Et si tu veux, c'est en réfléchissant, c'est pendant cette période de réflexion que j'ai fait le point, en fait, hein, sur bah, d'où je viens, quelles ont été les expériences marquantes. Exactement. Vers Et quoi c'est je là veux que aller. je me suis dit, mais l'entrepreneuriat, c'est aider d'autres entrepreneurs, aider des petites structures à se développer. Mhm. C'est quelque chose que je comprends bien, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et d'avoir fait aussi, tu vois, ce constat, hein, le monde a radicalement changé sur les 30 dernières années. C'est Mhm. beaucoup accéléré. L'année dernière, on a eu cette crise qui, à l'époque, enfin, au moment où je me suis lancée, n'était pas encore dans les parages, mais Ouais. tu vois, qui est venu renforcer cette idée que Mais c'était un en tant accélérateur que positif, je commerçant, pense. voilà, Je pense. il faut embrasser ces changements, il faut Exactement. vraiment les prendre à bras le corps et se lancer, Mhm. et se lancer sur le digital, sur Internet, tout ça, ça amène en fait des questions marketing. Mhm. Et Ouais. si on veut être couronné de succès dans ces entreprises-là, euh, le, les notions marquées que je transmets maintenant à mes clients aident justement à prendre ces bons départs. Et tu vois, et pour Mhm. moi, il y avait ce challenge-là, construire un projet pour moi, Mhm. trouver du sens, me Mhm. créer ma propre liberté. Et de notre côté, c'est aussi aider les acteurs de la vie locale, les petites boîtes, les PME, mais aussi les prestataires de services, tu vois, à se développer à armes égales, en fait, avec des plus grands groupes qui, Mhm. eux, ont toutes les ressources dont ils ont besoin. Exactement. Donc, c'est ma mission, c'est de transmettre Mais ces c'est compétences. très bien dit parce que je pense que on se rejoint un peu sur cette approche-là, bien que moi je propose pas encore de service dans le marketing ou autre, d'accompagnement. Mais c'est-à-dire, je pense que c'est un peu ce qu'on appelle aussi une remise en question, de se dire voilà, quelle est la valeur, qu'est-ce que je peux redonner à la communauté. Je pense que c'est un peu un anglicisme, mais dans le sens où voilà, j'ai emmagasiné une connaissance et cette transmission de connaissances et apporter de la valeur pour les autres, dans le sens valeur, transmettre du savoir pour aider. En fait, c'est de l'entraide. Et vraiment, là, je suis ravi quand j'entends ce que tu racontes. Je me dis, ben voilà, t'avoir ici en tant qu'invité sur ce podcast, très utile dans ce sens-là où c'est aussi, voilà, c'est cette approche-là. Bon, peut-être, c'est le petit coup de pouce, hein, un petit investissement pour un entrepreneur. Voilà, se poser les bonnes questions et être accompagné parce qu'on peut se poser les questions soi-même et faire un travail sur soi-même, mais on arrive à certaines limitations, je pense. Tout à fait. Donc, Et c'est là-dessus, tu vois, dans mon expérience là, des premiers mois, en fait, hein, le fait de changer, tu vois, de passer de ces structures de boîte où finalement tout est cadré, ouais, finalement c'est assez facile, puisqu'on a un objectif qui est c'est fixé par commode. un big boss, il y a Ouais. des équipes, Il y a des voilà, KPI on à sait vers où livrer. on Ouais. va et on se pose pas beaucoup de questions. Mm. Mais quand on s'installe tout seul, Ouais. en fait, on se... Le voilà, c'est autre chose. budget, comment je vais payer mes factures, il faut faire Exactement. rentrer, où sont les clients, ouais, c'est autre chose. On est On d'accord. est les seuls à bord on est les seuls à bord et je pense que ça c'était sûrement un des challenges les plus importants que j'ai rencontré en fait. C'est ce côté un peu tu vois solitude Seul au et monde, ouais. vraiment doute.
C'est ce que disait Véronique, hein, je pense, dans son épisode. En allemand, selbstständig, c'est ständig selbst, c'est-à-dire tout le temps tout seul, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a besoin de préparation, le mental. Bon, je pense que maintenant, il y a pas mal d'associations ou de groupes qui accompagnent les entrepreneurs. Par exemple, moi, je pense surtout les incubateurs pour les startups aussi, où à un moment, ou même certaines personnes qui sont mises à leur compte se rendent compte en se disant, mais il faut écouter son rythme et se dire, bon, ok, au début, il y a l'euphorie, il y a les plusieurs phases. Hein. Tu pars en euphorie, ouais, il faut chercher du client, donc tu prends n'importe quel client, tu prends de tout. Et tu t'épuises. Et puis à un moment, je pense que ces phases-là, tu en es passé un peu par là. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience ou nous confirmer dans ce sens-là oui, tout à fait. Ouais. Je pense que tu vois, dans les accélérateurs, pour moi, ce qui m'a permis en fait de vraiment aussi endosser, tu vois, ce nouveau métier de consultante indépendante et d'entrepreneuse, ce qui a été crucial, ça a été de m'entourer. Et d'abord, ça a commencé en rejoignant des groupes d'entrepreneurs. Ça, pour moi, ça a été génial en fait, parce que là, je me suis rendu compte que non, j'étais pas la seule à me poser des questions. Tu avais les mêmes problématiques. Comment je développe mon business. Exactement. Et rien que ça fait du bien parce que ça permet de prendre confiance, ça permet de relativiser, de changer d'angle. Et aussi de se faire exactement changer la perspective sur les choses. Et puis de demander, et du coup ça permet de demander aussi de l'aide, tu vois. Et cette entraide entre entrepreneurs dans ces groupes-là, dans ces cercles, plutôt au niveau local, c'est vraiment essentiel. Et je pense que c'est d'autant plus essentiel quand on a eu une première vie, tu sais, en corporate, parce qu'on n'est pas forcément habitué à tout simplement à ça. À aller poser les questions. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien parce que je pense que c'est le premier conseil et c'est ce qu'on oublie beaucoup. Moi, je pense qu'aussi quand j'ai commencé à faire mes enregistrements, je fais ça dans mon coin. Et puis le fait que j'interviewe des gens aussi, ça me permet d'avoir leur retour. Mais on oublie de se dire, mais pose la question à tes auditeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent écouter ? Parce qu'on est en fait un peu la tête dans le guidon. On fonce avec ces sujets, on trimballe ces problèmes, parce que c'est ça les questionnements. Mais comment je facture les clients ? Quel est le bon prix ? Comment je me positionne d'un point de vue marketing ? Où c'est que je fais ma pub ? Quand tu es corporate, tu as travaillé tes 40 heures par semaine, tu dis, bon, je fais pareil en indépendant ? Non. Peut-être tu vas travailler une semaine 70 heures et une autre semaine moins, j'en sais rien. Et c'est réapprendre, et c'est là le plus dur, la discipline avec soi-même, c'est réapprendre à reprendre ses rythmes et à pas partir en panique, quoi, parce que je pense que c'est là où on se plante le plus au début. Hein. Petite expérience d'entrepreneuriat, et bon, vous rigolerez, pour ceux qui connaissent Monsieur Joe, j'avais fait il y a quelques années, j'avais fait de l'import-export dans du vin. Et au début, tout le monde se moquait un peu de moi. Et bon, à partir du moment où j'ai reçu la première palette de 600 bouteilles, et là tu dis, bon, va falloir les vendre maintenant. Et tu te dis, voilà, bon, c'est tout petit, c'est presque comique d'en parler maintenant. Mais sur le coup, c'est comme tu dis, mais comment je vais facturer ? Mais il y a tout à inventer, à réinventer. Alors que il n'y a pas nécessairement à inventer, il y a déjà des choses qui sont là, mais c'est se dire, voilà, où c'est que je peux gagner du temps là-dessus. Alors revenons sur un peu tes thématiques, parce que sinon je vais te monopoliser, je vais raconter ma vie, c'est pas un peu l'objectif. L'objectif, c'est la stratégie en marketing. Ta phase, donc tu as abordé un premier cycle. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus les types d'accompagnement ou de services que tu proposes tu as appelé ça les small business owners, donc les gens qui se lancent, petite société unipersonnelle. Un point là-dessus peut-être ? Oui, tout à fait. Écoute, au démarrage de mon activité, en fait, j'ai commencé tout simplement par effectuer quelques missions, tu vois, sur des sujets extrêmement précis. Donc, j'ai rencontré des entrepreneurs et tout s'est fait par le bouche à oreille, le networking, rencontrer les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré en fait mes premiers clients. Et puis, tu vois, des premières missions. Et les premières questions qui m'ont été posées ont été est-ce que mes prix sont les bons ? Comment est-ce que je peux les augmenter ? Voilà, une autre personne, c'était, je quitte Copenhague, je vais m'installer dans une autre ville. Comment est-ce que je peux me positionner sur ce nouveau marché ? Comment est-ce que je peux me faire connaître ?
quel prix quel prix est-ce que je vais pouvoir appliquer. Donc, tu vois, c'était des sujets extrêmement pragmatiques et très précis. Et puis, au fur et à mesure, donc rapidement, j'ai eu un premier accompagnement de longue durée, qui n'était pas censé être de longue durée à la base, hein, mais tu comprends quoi par longue durée? Là, ça fait 2 ans. Ah, ok. 2 ans maintenant que je travaille, tu vois, avec cette personne-là. Alors, bien évidemment, les challenges et les objectifs marketing ont évolué, mais quand elle est venue me voir, cette personne-là, donc c'était une psychologue, elle, son problème, c'était j'ai un site internet qui a l'air vieux, je m'en rends bien compte. Mais je ne sais pas par où commencer. Et puis voilà. Et puis elle me dit, il ne me reflète plus, mais je ne sais pas comment le changer. Ok. Donc, là, c'était des questions plutôt de personal branding. Ouais. Quelles sont mes valeurs, quel est mon métier, comment est-ce que je l'exerce. Et puis tout ce travail-là est découlé aussi sur la mise à jour pour elle d'une spécialité. Elle avait quelque chose, typologie en fait de clients à qui elle voulait s'adresser tout particulièrement. Et en fait, donc je l'ai aidée à dégager cette opportunité, à l'identifier et puis surtout à la traduire réellement avec, tu vois, en créant un contenu spécial pour son blog, en en optimisant la publicité. Ou en tout cas sa communication positionnement sur son positionnement puis sur cette niche. Et puis on a créé un nouveau site, on a créé son nouveau site web et voilà. Donc c'est sur ce type de mission que j'ai commencé à bosser. Et puis l'année dernière, Covid est arrivé, je me suis vraiment posé la question, en fait, je t'ai coupé de mes sources de clients, les possibilités de rencontres en face à face étaient coupées, voilà. Et puis là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, comment faire? Et puis là, j'ai décidé d'explorer des nouveaux formats et notamment, j'ai lancé un cours marketing online. Donc là, j'ai accompagné 25 entrepreneurs pendant un mois à poser des bonnes fondations bien solides pour leur business. Et puis en parallèle, grâce tu vois, Covid, ça a été un formidable accélérateur d'adoption des outils de ça c'est clair. en ligne. Ça, je peux que te confirmer. Et je pense que tous les épisodes qu'on a eus, c'est, voilà, on parle tous en négatif du Covid, confinement et tout. Mais de l'autre côté, ça a été un accélérateur comme tu le dis, acquisition des outils digitaux, travailler de notre manière, d'expérimenter des choses nouvelles. Et quand tu te rends compte avec le recul, mais c'est génial. Moi, je vois les Zooms avec des webinars en gratuit ou en payant, avec des visites d'entreprises avec des lunettes 3D, enfin un truc en 3D, la personne met en 3D, il partage ça, et toi tu visites une usine dans le sud de la France, et tu es dans le nord de l'Allemagne, mais tu pourrais être n'importe où. Et tu dis, mais c'est possible, c'est juste que comme du coup il y a eu cette contrainte, eh bien, on a été obligé de tester, et on s'est rendu compte, oui, ça marche, on peut le faire. Donc, tu t'es passé on peut complètement le faire, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai accompagné une personal trainer, prof de pilates, là-dessus. Et là où elle pensait qu'elle allait devoir fermer son studio pendant 3 mois, je l'ai aidée à se mettre sur Zoom. Et puis finalement, ces cours-là sont restés. Donc, à la sortie du Covid, ça s'est traduit par du business supplémentaire pour elle. Ouais. Parce que elle a des clients qui ont préféré continuer comme ça. Et voilà, donc... Ouais, le sport par YouTube, par exemple, moi, on a expérimenté ça aussi. Tout à fait. Et on en aurait rigolé avant en disant, bon, t'es sur ton tapis de sport, devant ta télé ou devant ton PC, et en se disant, mais bon, et les studios de sport, le club où j'étais, ils ont fait ça, et tu t'inscrivais, et je leur ai dit, mais c'est très bien, mais parce qu'il fallait s'occuper aussi, et puis il fallait garder leur clientèle, donc il fallait proposer quelque chose. Tout à fait. C'est ça. Il fallait proposer quelque chose. Et moi, je suis passée, tu vois, par la même démarche et qui s'applique à beaucoup d'experts de services comme moi, de consultants. Ouais. Il est facile, en fait, maintenant, au travers de webinaires, de cours online, de partager ses connaissances, de délivrer des prestations. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit, moi, je me suis aperçue que non, mon terrain de jeu, ce n'est pas uniquement à Copenhague. Et les mondiales. Et que finalement, je pouvais... et que je pouvais travailler avec des entrepreneurs francophones qui sont basés un peu partout en Europe ou dans le monde. Comme aujourd'hui, comme on enregistre, tu vois, à distance. Exactement. Moi, je suis à Hambourg et toi, tu es à Copenhague. Bon, c'est pas si loin, mais c'est vrai que tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent, c'est à distance. Au début, je me disais, voilà, entrepreneur d'Allemagne, bon, parce qu'il fallait commencer quelque part.
Mais comme tu as pu l'entendre, j'ai eu des personnes au Canada. Je trouvais ça assez marrant que des gens m'écoutent au Canada. On l'a interviewé, on a eu ce petit accent, on a interviewé des gens en Bulgarie. Et tu te rends compte, mais c'est le côté positif du Covid, c'est-à-dire que pour les activités qui peuvent être, on va dire, dématérialisées, qui n'est pas en présentiel, je veux dire, on peut tout faire à distance. Les frontières ont éclaté, c'est ça. Après, voilà, le problème, la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup d'offres et comment différencier plutôt différencier, ouais. Ah, ok. Et ça, tu vois, la question de la différenciation, effectivement, elle est super importante. Ouais, c'est un facteur de succès, en fait, la différenciation. Là. Et il faut pas avoir peur, toi, c'est ce que je dis à mes clients, se spécialiser, partir sur une niche. Quand on sait que là, le terrain de jeu est beaucoup plus grand grâce aux outils online, finalement, on peut aller adresser une niche et trouver des clients et générer, tu vois, un volume de clients qui est suffisant pour pouvoir, tu vois, en vivre que ce soit viable, en vivre bien. Ouais. Mais ça, tu ne peux le faire que si ton message est ultra clair. Et donc, ça veut dire que tu t'adresses à une cible client qui est très, très, très précise et que tu connais par cœur. Ouais. Parce que c'est là tu pourras établir la connexion avec prospects, ses clients idéaux, et qui vont se reconnaître en toi parce qu'ils vont identifier des valeurs communes, une manière de travailler, un type d'interaction qui leur correspondra. C'est de cette manière-là que tu peux développer des offres intéressantes et pertinentes et trouver du monde, trouver des clients à grande échelle. Alors revenons un petit peu pour nos amis qui veulent se lancer, les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui sont déjà en cours. Est-ce que tu aurais des conseils à partager et puis aussi les pièges à éviter ? Écoute, je pense que le premier conseil, c'est d'agir avec intention pour son business. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut penser à doter son business de fondations, tu vois, hyper solides. C'est important pour prendre confiance quand on se lance, mais aussi quand on est entrepreneur, qu'on s'est déjà lancé. C'est ça qui va permettre en fait de garder clairement ses objectifs en tête et de s'assurer qu'on agit au quotidien vers cet objectif. Pour moi, ça veut dire qu'il faut poser ces bases-là, ça se fait en 4 étapes. Et il faut passer par cet exercice-là, tu vois, régulièrement, au moins une fois par an, pour avoir les idées super au clair. Les 4 étapes pour moi, la première, c'est donc de définir clairement sa vision. Qu'est-ce que je veux pour ma boîte, définir les objectifs business qui en découlent, donc combien de chiffre d'affaires, combien de clients j'ai besoin. Et à partir de là, on est déjà beaucoup plus clair sur les objectifs marketing à atteindre. Qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je dois mettre en place comme action marketing pour réaliser ces objectifs business. La deuxième étape, et pour moi là, c'est vraiment crucial, ça je le tiens notamment dans le passage chez Amazon, c'est connaître son client idéal par cœur. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de partir à sa rencontre. C'est lui parler, avoir des entretiens, lui poser des questions. L'idée, c'est de comprendre quel est le problème, quel est son problème. Et c'est ça qui va vous donner, une fois qu'on a cette compréhension du problème, c'est là qu'on est capable de bâtir une offre cohérente et qui sera intéressante en fait, pour le client. Le client sera susceptible de l'acheter. Comprendre son client idéal, ça veut dire aussi l'écouter. Et en l'écoutant, il y a quelque chose de magique, c'est que on peut capturer ses mots, les mots qu'il utilise quand il décrit son problème. Et ça, c'est une mine d'or en fait pour construire une communication en or avec des messages qui percutent. La troisième étape, c'est de définir l'ADN de sa marque. Donc, comment est-ce que je me présente? Et quand on est indépendant ou quand on est chef d'entreprise, beaucoup de choses de la communication reposent sur l'image personnelle, la marque personnelle de l'entrepreneur, et aussi comment est-ce que je présente et je véhicule mes offres. Donc, et la marque là, du coup, va bien au-delà juste d'un choix de couleur ou d'une typo ou d'un logo. Ou du prix pour le site web. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose de fondamental. Et puis en fait, et la dernière étape, c'est de se faire connaître, choisir une approche commerciale, qu'elle soit traditionnelle, ça marche encore beaucoup, le contact, la prospection en direct de certaines personnes que l'on aura identifiées, ou bien développer une approche beaucoup plus digitale en développant du contenu que l'on va porter au travers de campagnes, tu vois, de campagnes
sur les réseaux sociaux, Ouais. ou de campagne de SEO, en choisir une au démarrage, la faire bien, s'y tenir jusqu'à ce que ça paie. Et puis là, c'est la question, c'est oser tester, et puis au fur et à mesure, on ajuste. Il faut se donner ce temps-là d'expérimentation. Ouais, donc, Super important. en gros, Donc ça, c'est c'était mon classique. première étape. ça, c'était mon Mhm. premier conseil. Le deuxième conseil qui en découle, c'est avoir un objectif, construire un plan pour s'y tenir. Ça veut cette clarté dans l'objectif et dans la vision est essentielle. C'est ça qu'on sait pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins. On sait pourquoi on agit. On sait pourquoi est-ce qu'on va structurer sa journée. Là, je pense notamment aux femmes qui sont comme moi, maman, et qui travaillent d'autant plus depuis chez elles. C'est facile de se laisser distraire en Manger fait par le reste, ouais. Il n'y a pas que et les voilà. mamans. Il n'y a pas que les mamans, Il je n'y te a pas que confirme. les mamans. C'est voilà, les On est mamans et les d'accord. papas, enfin tous les parents. Ouais. Voilà, quand on est entrepreneur, il faut savoir faire ce temps pour son business dans la journée. Focus. Et ça, focus, exactement. Et cette notion de temps aussi, le temps est vraiment notre source de valeur en fait. Mhm. Pour nous, c'est là où on va générer en fait notre revenu. Et donc, il faut le préserver à tout prix et se méfier de ce que j'appelle les aspirateurs à temps. Donc, les réseaux sociaux, les outils digitaux que l'on va essayer de découvrir. Comment est-ce que je vais faire bidouiller mon site internet? Ah ben tiens, je vais mettre en place mon système de commande. Ça bouffe du temps, on est d'accord. Ça mange du temps et puis souvent ça passe, c'est ce que j'appelle la procrastination active. On a l'impression de bosser sur son business, Ouais. mais en fait on n'est pas à l'endroit où on est. L'endroit où on doit être, c'est parler avec ses clients, c'est les contacter, voilà. Ça vraiment, et avoir un plan que l'on décline, tu vois, au niveau de la semaine, puis au niveau de la journée, aide, tu vois, à garder cette structure. Et puis le dernier conseil, je crois qu'on en a parlé là tout à l'heure, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ouais. C'est essentiel, casser la solitude, trouver des groupes d'entrepreneurs où on peut aller échanger. J'ai un groupe de soutien que je vois toutes les semaines. Okay. Toutes les semaines, on fait les objectifs sur l'objectif du mois, l'objectif de la semaine, comment est-ce qu'on avançait, quelles étaient les difficultés, et on a 2 heures ensemble, tu vois, ce qui a marché, et puis 2 heures ensemble où on se dit c'est du coworking. Donc on travaille chacun, tu vois, sur des challenges que l'on a ou une action que l'on veut réaliser pour notre business dans cette semaine. Et ça aussi, c'est vraiment très, très bien. Et notamment parfois, tu sais, quand les lancers soufflent un peu, quand ça marche pas bien comme on voudrait. Ça regonfle. Ce soutien-là, c'est ça qui regonfle. Ça dégage les nuages et puis ça dit, bah attends, en fait. Exactement. J'ai vécu ça cette semaine où on fait un point à la semaine, 30 minutes avec un ami sur un projet perso. Et on n'avait pas travaillé nos sujets. Et au final, on a gardé la réunion, on a parlé de sujets et on a accéléré à une vitesse parce qu'il avait développé un truc dans son coin. Moi, dans mon coin, j'ai dit, mais tiens, regarde ça. Mais il dit, mais on a avancé là. Et donc, non, c'est très bien. Ça permet de se regonfler. De mesurer le chemin accompli. Ouais, c'est ça. De se dire, mais attends, on a avancé là, regardez, on a produit. Et on a pris du temps pour 2-3 trucs. Ok, donc ça. S'entourer et on l'oublie, il faut pas rester dans son coin, il faut oser aussi. Donc, ok, très bien. Et puis le dernier point, je pense aussi, c'est quand on est expert, notamment dans la sphère des services, c'est hyper important, tu vois, d'investir sur soi. Ouais, se former. D'investir sur développer sur ses compétences, voilà, et garder à jour, fraîche pour ses clients et pour soi. C'est une garantie de crédibilité, de professionnalisme, voilà. Et puis aussi investir sur les domaines où on n'est pas le meilleur. Pas devenir un expert, mais... Si le marketing est un problème, on va chercher du marketing. Si les réseaux sociaux, on va chercher un expert en réseaux sociaux. Si le problème, c'est la mine, se faire aider par un assistant virtuel. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir rester au cœur de son activité, et faire ce que l'on sait faire et ce pourquoi on a créé son business et savoir investir quand c'est nécessaire. Il faut pas l'oublier. Je pense que c'est important parce que ça va très vite et que les technologies évoluent et que c'est toujours bien de rester à la page sur les nouvelles techno, et puis aussi ne pas oublier que y a des endroits où on n'est pas très bon et qu'il faut peut-être, entre guillemets, je dirais, se couvrir dans le sens où se faire aider là-dessus sur ces sujets-là. Écoute, Lucie, on arrive presque un peu à la fin.
Pourtant, c'est une discussion super intéressante, vraiment ravi. Je pense que nos auditeurs vont être ravis d'écouter ce podcast, cet épisode avec toi, avec tous les conseils que tu apportes et ce vécu qui est très intéressant. J'aimerais, avant de fermer l'épisode, de se dire, bon, très bien, depuis 2019, tu t'es mis à ton compte. Tu m'avais indiqué que tu arrivais à la fin d'un premier cycle, donc ça m'apporte à la question, quoi le next step pour toi? Comment ça se présente pour 2022 par exemple? Alors écoute, pour 2022, continuer à explorer, tu vois, cette opportunité de travail online et à distance, maintenant que je m'en suis complètement, tu vois, affranchie. Et mon objectif, en fait, c'est vraiment de structurer, en fait, ma propre démarche, voilà, pour vraiment développer mon business et le faire passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc, passer d'une croissance un peu organique, on va dire, un peu naturelle, à quelque chose de beaucoup plus entrepreneur et beaucoup plus carré. Ouais. Voilà. Et là, du coup, ça, c'est mes objectifs pour 2022. Du coup, la prochaine étape, je la prépare déjà. Là, je suis en train de, justement, m'appliquer à moi-même les conseils que je donne à mes clients. Le client idéal, le rencontrer et lui parler. Et là, du coup, tu vois, là, les 4 prochaines semaines, je vais des entretiens avec des clients potentiels, qui sont dans ma cible, des entrepreneurs. Et l'idée, c'est qu'ils m'aident à construire l'offre qui leur correspondra le mieux. Écoute, c'est super. J'espère pouvoir contribuer avec cet épisode, puisque du coup, ça nous fait venir à comment te contacter. Puisque c'est dans les deux sens, tu vois, pour des conseils, un appel aux entrepreneurs, ceux qui sont intéressés, et je pense qu'il y en a toujours, il y a toujours un besoin de comment se positionner, comment faire son image de marque sur Instagram, je pense toujours, comment sa démarche visuelle, SEO, tu as parlé, et ainsi de suite. Donc pour te contacter, quel est le meilleur moyen pour te contacter, bien que toutes ces informations seront sur le blog? Oui, alors contact en LinkedIn ou bien sur mon site web par la page contact, donc Lucille Rouziou, tout simplement, .com. Okay. Voilà. Et si vous souhaitez participer à un entretien, je passerai une demi-heure avec vous pour à poser 5 questions, pas plus, et puis en échange, tu vois. Power Session Marketing, comme je l'appelle. Okay. La session d'essai gratuite, c'est ça? On peut appeler ça comme ça aussi? Exactement. Très bien. On peut appeler ça comme ça. Alors, je rajouterai ça en conclusion. Amis entrepreneurs ou indépendants d'Europe, inondez Lucille pour votre session de 30 minutes. Elle en sera ravie, je pense, de pouvoir peut-être, ça fera un premier test pour vous, auditeurs, de se dire, voilà, ça correspond, oui, j'ai besoin. Et puis pour toi, Lucille, ça va permettre d'atteindre tes objectifs. Je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Et là, l'objectif, c'est vraiment de m'aider à designer une offre, une offre qui soit sur mesure et pertinente. Okay. Voilà, donc là, c'est ma problématique du moment. Écoute, c'est très bien. Je te remercie beaucoup, Lucille, de ton temps. Je remercie les auditeurs qui auront écouté ça jusqu'au bout. Super intéressant. Je te dis à très bientôt et merci. Merci beaucoup, Joël. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 30e épisode à Copenhague avec Lucille vous a plu. Je vous invite à profiter de son offre, les 30 minutes de consultation pour initier votre besoin en stratégie de marketing, de la contacter. Donc n'hésitez pas à la contacter soit par LinkedIn, soit par son site, en faisant peut-être mention que vous venez du podcast de Monsieur Joe. Voilà. Je vous invite encore à vous abonner sur les différentes plateformes. Pour les utilisateurs d'iPhone et des produits Apple, à nouveau, nous sommes sur iTunes. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur cette plateforme. Voilà. La semaine prochaine, pour l'épisode 31, nous retournons en Allemagne. Nous allons dans le sud de l'Allemagne. Nous allons à Munich rencontrer Marina Maren,
qui est à l'origine de la fondatrice de La Ruche Munich, une association qui accompagne les femmes entrepreneurs à se lancer. Je pense aussi que nous aurons des discussions très intéressantes. Voilà, je vous dis à mercredi prochain, 18h. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. À bientôt.